de transformation, en nous préoccupant dès les premiers instants de la conduite du changement et en positionnant un accent qu'on souhaite prononcer sur l'innovation et le digital. Et donc, pour ma part, je suis Vincent Lépingue, je suis directeur associé Novéane en charge des aspects de prospective sur les engagements et la performance. Et donc, j'ai cru comprendre que la technique n'était pas avec nous parce qu'il m'en de stratégie et de transformation. Donc, je vous propose qu'on démarre un peu rapidement dans le fond du sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Pour sanitaire actuel qu'on connaît, qui est le contexte sanitaire de la Covid. Plus que jamais, en fait, en ce moment, il y a un besoin extrêmement fort d'arriver à faire en sorte qu'il y ait ce réalignement et cette réflexion un peu en profondeur au niveau de la stratégie pour les années à venir, même s'il y a forcément une grande part d'aléas. Et on peut notamment mentionner l'enquête qui a été menée par Twilio auprès de 2500 décideurs dans le monde sur justement les impacts digitaux, qui mentionne que 37% seulement des organisations en fait on indique que la crise leur a permis de clarifier la stratégie. Donc ça veut dire qu'en regard miroir inverse, les 63 autres pourcents ont besoin à nouveau de se clarifier. Donc cette clarification et cette réactualisation de la feuille de route, c'est une très belle occasion et c'est un exercice qu'on faisait bien évidemment avant le Covid et qui s'est accéléré en termes d'intensité depuis l'épisode sanitaire. C'est une magnifique occasion en fait pour arriver à redonner du sens, redonner de la priorité et de la focalisation des énergies, se focaliser vraiment sur la partie des nouveaux usages et installer une dynamique collective. Et donc, derrière ça, d'arriver à réaligner les chantiers, donc se focaliser vraiment sur les essentiels, faire en sorte de jouer et de reprendre le réflexe de simulation régulière en fait de la trajectoire pour à la fois avoir une trajectoire qui embrasse les enjeux stratégiques actualisés, la dimension financière et aussi la réalité opérationnelle parce qu'on a bien vu qu'on était dans un degré d'incertitude assez fort, ce qui nous oblige d'être beaucoup plus plastique et beaucoup plus réactif dans ces exercices de planification. Et enfin, d'arriver à faire en sorte d'optimiser la façon dont on engage les investissements et dont on optimise les activités récurrentes pour arriver à faire cet exercice-là, pour maximiser l'utilisation de la capacité à faire et, in fine, aussi dégager un peu de marge de manœuvre. Et donc, c'est une magnifique occasion en ce moment pour arriver à faire en sorte de réenrôler l'ensemble des forces vives et de l'écosystème, parce qu'on a pas mal de nos clients qui sont dans des logiques partenariales avec leur écosystème, d'arriver justement à les réembarquer dans cet exercice de feuille de route. Donc, au travers de cette illustration du jour, on va avoir 3 temps forts. Un premier où Aurélien et Rénal vont nous parler du contexte du business case, qui est sur des cas concrets, des illustrations concrètes. Un deuxième temps sur la création de valeur pour vous montrer ce que ça a apporté, ce que ça a généré concrètement sur le terrain et des éléments de mesure pour ce business case. Alors, très rapidement, je vais juste démarrer par une présentation de Novéane. Donc, Novéane, compte 140 collaborateurs. On a en fonctionnement courant, c'est même pas spécifique à 2018. En 2019, ça s'est vérifié. En 2020, on a la chance d'avoir des clients qui nous sont fidèles, avec lesquels on travaille sur le long terme. On a en gros une base établie de 200 clients sur les années. On est aux alentours d'un chiffre d'affaires de 16 millions en 2019 et donc on est très attaché à investir et réinvestir systématiquement une partie de nos capacités dans de la R&D pour arriver à se développer en permanence. Novéane, donc son cœur de métier, c'est vraiment de dynamiser durablement les capacités digitales en fait des clients avec lesquels ils travaillent pour arriver à faire en sorte qu'ils soient mieux préparés aux enjeux et Dieu sait que c'est d'actualité en ce moment. C'est d'autant plus important se préparer aux enjeux qui soient sociétaux ou globaux et aussi aux enjeux technologiques qui sont derrière parce que du coup derrière la transformation qui est en train de s'opérer, il y a une transformation digitale extrêmement forte.
Donc, deux activités principales. Une autour de ce qu'on a appelé l'accélération digitale, qui comprend à la fois la phase amont avec l'innovation, les projets numériques, les schémas directeurs, l'aide au choix, la chefferie et puis la transformation des capacités digitales au travers de la transformation de la DSI. Une deuxième activité qui est la sécurisation et la mise sous contrôle de l'ensemble des activités au travers des fonctions d'installation d'un project office ou la mise en place de PMO, que ce soit au niveau portefeuille, programme et projet. Et une troisième activité qui est autour de tout ce qui est l'accompagnement auprès des clients, des usagers et des territoires pour aider en fait cette transformation qui s'opère sur les terrains. À ça se joint une deuxième activité principale autour de tout ce qui est processus et technologie, avec deux activités, une qui est sur la mise en place de solutions, que ce soit c'est toutes les solutions de gouvernance, qu'elles soient d'ordre PPM, d'ordre ITSM ou même d'ordre financier. Donc on installe ces dispositifs, on les déploie, on les met en œuvre et on les entretient dans le cadre d'un centre de service de TMA où on maintient un service courant et un haut niveau d'exigence auprès de nos clients. Voilà pour vous présenter rapidement. J'en profite pour vous dire que si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à les poser au travers du chat qui est disponible dans Webikeo et on y répondra à la fin de la présentation. On consacrera quelques minutes à vos questions. Alors, Aurélien, peut-être qu'on peut démarrer et puis avec l'aide également de Reynald, c'est savoir qu'est-ce qui a changé aujourd'hui concrètement dans les habitudes des clients avec la crise sanitaire. Alors, je vais d'abord vous dire deux mots sur, avant de parler de la crise, rappeler la démarche 5I, qu'est-ce que c'est? Alors, chez Novéane, donc bien avant cette crise sanitaire, on a mis au point une démarche pour aider nos clients dans des manœuvres, je dirais, de planification et d'alignement stratégique. Alors 5I, c'est une approche qui, pour faire simple, va injecter un petit peu d'agilité dans l'analyse stratégique. Mais c'est aussi en conciliant le hard et le soft change, donc en s'intéressant autant aux usages, aux modes de fonctionnement qu'aux solutions elles-mêmes. Alors 5I, ça va proposer plusieurs étapes qu'on va adapter en fonction du contexte. Alors, brièvement, le premier I, c'est l'inspiration, c'est ce qui va engager le travail de l'équipe sur l'analyse des facteurs endogènes, exogènes, du domaine à transformer. Le deuxième I, c'est l'intention. L'intention, elle va consister à caractériser des orientations stratégiques et des métriques du succès, voilà, vers quoi on veut aller. C'est aussi le moment où on va analyser des contraintes, des adhérences avec d'autres grands programmes en cours. Le troisième I, c'est l'inscription. Alors l'inscription, en fait, c'est un cycle de construction de plans d'action dynamique, un peu comme un backlog à partir des orientations stratégiques, des objectifs qu'on se donne, mais aussi des diverses contraintes réglementaires ou autres. Puis ensuite, bon, classiquement, c'est l'itération, donc qui permet de lancer les actions, de faire émerger les premiers produits viables, de planifier d'autres engagements itératifs, donc pour réaligner la stratégie en tant que de besoin. Et puis à la fin, l'immersion. Alors là, c'est vraiment la partie soft, c'est la formation de nouvelles pratiques, la diffusion des méthodologies de transformation et l'accompagnement des métiers, des acteurs vers de nouvelles postures, donc avec une attention spéciale au soft change. Alors pour revenir à la crise sanitaire, bon, sans surprise, en fait, elle a eu quelques impacts sur le travail collectif, même ce qu'on peut pratiquer dans un exercice de planification stratégique. Parce que la crise sanitaire, bon, ben, c'est un contenu qui doit s'adapter à l'incertitude, qui est croissante. Et puis c'est aussi des modalités de travail complètement nouvelles avec le travail à distance, du collaboratif. Donc ça va changer notre manière de travailler sur des exercices de ce type-là, notre manière de recourir à des plateformes, et puis aussi tout le rendu des résultats de l'analyse stratégique va être différent et si possible amélioré. Alors, ce qu'on a constaté donc au cours des derniers mois, c'est qu'en temps de crise, en fait, on ne va pas abandonner l'idée de feuille de route, au contraire, mais on va constater que les itérations deviennent beaucoup plus serrées, plus fréquentes, et qu'on va piloter surtout beaucoup plus par les risques, par la valeur métier,
plutôt qu'en visant voilà, des objectifs théoriques de principe plus ou moins stables, comme ça a été peut-être le cas il y a quelques années. Et puis, on voit que l'inscription des actions dans la feuille de route, elle devient elle-même itérative. Il y a beaucoup plus de changements possibles d'orientation en fonction des contraintes qui surgissent, mais aussi des portes qui s'ouvrent. Et donc, pour finir, il va y avoir beaucoup plus peut-être d'activité de travail sur le soft que sur le hard, parce que on va composer beaucoup avec l'humain dans ces exercices, effectivement, en associant toutes les parties prenantes. Alors du coup, c'est très intéressant comme mise en perspective des choses, Reynald. Aurélien, comment tu as appréhendé ce point de départ dans le cadre de ce business case? Moi, je dirais que le point de départ, au regard des missions qu'on a pu mener, et que ce soit auprès d'entreprises, par exemple, spécialisées dans le luxe, ou bien d'acteurs du secteur public, hein, je prends pour exemple l'un d'entre eux qui a pour mission tout ce qui est éducation et sécurité. C'est vraiment la volonté, d'une part, de casser les silos et de développer la transversalité, à la fois structurelle, mais aussi géographique, quand par exemple le personnel, du fait de ses activités, est réparti sur plusieurs sites. C'est aussi comme point de départ la volonté de développer une culture commune, avec la nécessité d'arrêter, de s'arrêter sur des objectifs partagés par tous, et de redonner en fait du sens à des activités menées. Il y a bien sûr la nécessité de formaliser ou de revoir une trajectoire, de focaliser les énergies, d'aménager en fait une marge de manœuvre aussi pour gérer tout imprévu. Enfin, c'est l'occasion de mettre en place les conditions pour permettre une co-construction, Reynald de l'évoquer, avec toutes les parties prenantes au sens large, hein, en y intégrant les organisations syndicales, patronales, les services de l'État, les organismes de contrôle par exemple aussi, et finalement d'assurer la mobilisation de chacun sur un projet, un programme ou une feuille de route. Excellent. Et alors, Reynald, du coup, qu'est-ce que toi tu constates par rapport à la vision que tu as sur le marché actuellement? Alors, pour reprendre cette enquête publiée par Trillion, bon, cette enquête, elle nous révèle sans surprise que, bon, pour une majorité d'entreprises, cette crise sanitaire, elle a renforcé le mouvement de transition, de transformation digitale. En fait, ce qui est intéressant, c'est de voir quelles sont les principales barrières qui ont pu être surmontées. C'est-à-dire qu'il y a une perception, alors même si elle est partagée que par des répondants, il y a une perception que finalement, ça va reposer sur une implication plus forte des dirigeants, des sponsors, voilà, de ces transformations, donc avec un processus d'approbation qui va s'accélérer, une stratégie de transformation qui va être plus claire, mieux exprimée, parce que peut-être que voilà, on est au pied du mur et on réfléchit beaucoup plus à la suite. Et puis moins d'hésitation à se lancer dans la refonte d'anciens systèmes, parce que en fait la crise elle nous incite à voir plus loin, mais aussi à prendre un virage, donc à prendre voilà, des options pour rebondir. Très bien. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet de ce que ça a apporté justement en termes de zone de création de valeur. Aurélien, qu'est-ce que tu as pu voir au travers des cas d'application que tu as pu mener? Alors peut-être juste en propos liminaire, hein, dire que si la survenue d'une crise entraîne bien forcément une gestion particulière, hein, elle peut aussi se révéler en fin de compte également salutaire, en ce sens qu'elle va accélérer la prise de conscience de la nécessité de faire intervenir du changement pour se transformer et finalement gagner en efficience. Alors, qu'est-ce que ça va entraîner effectivement concrètement dans les faits? C'est en lien avec ce qu'a évoqué Reynald dans le cas de la méthode 5I. C'est finalement une contraction des itérations avec un pilotage par les risques et la valeur métier du fait de la crise. C'est une répétition également de cette phase d'inscription. Et puis, on l'a souligné, c'est finalement un effort intensifié sur le soft change. Et qu'est-ce que ce type d'intervention peut apporter au final à nos clients? Eh bien, d'une part, ça permet de rassembler autour de la table
des ressources qui ne travaillaient pas jusque-là sur une roadmap. Ça fait bénéficier d'un état de l'art et d'un regard externe sur l'activité de la structure. Ça permet également de définir une vision commune, partagée par tous, et c'est important de faire émerger en fin de compte une dynamique collective durable dans le temps. Et puis, ça injecte des technologies, des techniques réutilisables par la suite, finalement des objets qui sont préalimentés et utilisables dès le lendemain du séminaire. On n'est pas sur de la théorie, mais vraiment de la pratique, avec un transfert d'utilisation, parce que nous, finalement, cabinet, on n'est pas indispensable pour la suite. Et alors, du coup, on va voir plusieurs exemples concrets. On commence par peut-être par la première illustration concrète de ce que tu évoquais. Oui, alors effectivement, en fait, on a découpé la démarche en 4 temps. Et alors là, sur la slide, vous avez une vue sur la première qu'on a intitulée « Se comprendre, s'évaluer et exprimer la vision ». En premier lieu, en fin de compte, il s'agit de tirer les enseignements, soit de la précédente feuille de route, soit de la feuille de route actuelle, hein, qu'il s'agit de mettre à jour. L'objectif n'est pas de partir de zéro, mais de faire preuve d'ambition, donc tout en s'adaptant à un contexte contraint, en termes de moyens, sur le plan humain, sur le plan budgétaire, en termes d'évolution de la réglementation, en termes également d'attentes fortes, nouvelles, des destinataires des services, que ces services soient, plutôt que ces destinataires soient des clients, des usagers, des assurés. Peut-être prendre un exemple avec un organisme de protection sociale que nous avons accompagné et qui avait en fait manifesté à travers un plan une volonté d'une plus grande ouverture sur son environnement et d'un développement de son offre de services. Et alors, pour celui-ci, en fait, on a réalisé un bilan de la mise en œuvre de sa feuille de route à partir d'éléments factuels, de données, de constats, mais aussi d'éléments plus subjectifs communiqués dans le cadre d'entretiens touchant tous les publics. Hein. Donc, on est allé voir la direction, les membres de groupes de travail et les chefs de projet. Alors, je pense que on va peut-être pas s'attarder sur tout le bilan en tant que tel, mais peut-être s'arrêter sur quelques éléments négatifs qui sont finalement, somme toute, assez universels. Parmi les principaux écueils que nous pouvons rapporter, c'est que ce plan contenait un nombre de projets trop important, et donc certains n'étaient pas finalisés. Moi, j'ai encore en tête un membre d'un groupe de travail qui m'avait dit j'ai signé pour un CDD de 6 mois et je me retrouve en CDI. Alors, si les calendriers avaient été tenus finalement sur la partie diagnostic, les retards ont été accusés sur tout ce qui était réalisation du plan d'action. Donc, la question, c'est finalement comment est-ce qu'on conserve la mobilisation des collaborateurs sur ce long terme. En termes d'écueil, on avait également rencontré le fait que les projets étaient insuffisamment liés les uns aux autres et qu'ils ont évolué séparément, faute de cohérence entre eux. Qu'il y avait également un problème de chaînage entre les différentes phases, avec des projets qui avaient débuté sans avoir une vision concrète des finalités attendues. Une priorisation également mal établie, puisque certains projets sont devenus prioritaires sans avoir été repérés comme tels dans le cadre de l'élaboration de la feuille de route. En fin de compte, ce sont également des objectifs, des rôles insuffisamment définis, insuffisamment clairs, des processus de décision non adaptés et une avancée des travaux satisfaisante. Et puis, pour terminer, c'est également en fait des moyens à disposition pour favoriser les échanges qui se sont avérés peu adaptés, hein, en fin de compte, aux contraintes et qui auraient été encore plus préjudiciables en cette période de crise. Alors, parce que peu de digital, beaucoup de déplacements, un équipement de visio qui pêchait et puis un espace partagé sous-exploité. Alors, à la suite de ces constats, de cette analyse, eh bien, des recommandations ont été réalisées qui sont venues nourrir la construction d'une feuille de route. Peut-être juste mettre en lumière quelques recommandations, bien notamment le fait de mettre en place des projets sur des durées beaucoup plus courtes et de couvrir des thématiques moins larges qu'auparavant.
C'est également peut-être de réserver certains projets à un public restreint, peut-être les plus stratégiques, parce que on avait quand même identifié un manque de confidentialité sur certains projets. C'est de mieux hiérarchiser également les projets, de clarifier les adhérences entre eux, d'évaluer la charge de travail pour en assurer un suivi. C'est également, et c'est important, et on y reviendra un peu plus tard, c'est de communiquer plus régulièrement et au plus proche des préoccupations du terrain. Et puis, c'est d'adopter une méthodologie projet d'amélioration de la qualité fondée sur des processus pour mesurer, accroître la performance de l'entreprise. Et puis, je termine avec ça, encore plus en cette période, de peut-être favoriser les outils digitaux. Sur la slide, et très rapidement, parce qu'il y a tout un tas de livrables qui ont été intégrés, j'aimerais peut-être juste m'arrêter sur le canevas stratégique, hein, que je trouve être un bon outil avant élaboration d'une feuille de route, parce qu'en fait, il représente un peu, en tout cas moi je l'utilise comme tel, la carte d'identité de la structure, où nous y intégrons les missions de la structure, les bénéficiaires, euh, les partenaires, les moyens d'action, les canaux de communication. C'est vraiment un document qui est à partager en interne pour s'assurer justement d'une compréhension mutuelle et puis pour mieux se positionner par rapport à d'autres acteurs du marché ou dans un écosystème. Voilà. Et je pense que c'est après que nous pouvons porter notre attention sur la définition des objectifs stratégiques d'une feuille de route. Alors, du coup, deuxième phase, tout ce qui est alignement de la vision, de l'organisation et les SI, et justement le fait de projeter la transformation. Oui, peut-être juste avant d'évoquer ça, Reynald, peut-être sur la partie capacitaire. Ouais, on peut revenir éventuellement juste un mot sur en fait l'évaluation de la dimension des moyens au sens large pour gérer ces feuilles de route et un mot sur la façon dont on peut envisager d'organiser et éventuellement d'outiller cette analyse, cette évaluation. Parce que finalement, la sélection et la planification de toutes ces opérations qu'on envisage, elle va dépendre beaucoup de notre capacité à faire, de nos ressources et nos compétences internes ou accessibles indirectement. C'est pas que la question du combien, d'ailleurs, c'est aussi la question du comment, c'est-à-dire la maturité de nos processus, nos pratiques, nos modes de fonctionnement, nos outils, nos plateformes. Et en fait, par exemple, pour une feuille de route d'évolution d'un système d'information, donc on est en capacité de challenger, par exemple, les capacités générales de la DSI ou de la future direction du numérique, un petit peu dans toutes les dimensions, en s'appuyant sur des référentiels qui existent. Hein. Il y a des modèles très intéressants de gouvernance du SI qui sont proposés par le CIGREF avec l'Association française de l'audit et du conseil informatique, tout ça. Et c'est des modèles qu'on peut exploiter pour vraiment faire des radiographies à 360 degrés d'une organisation en place et à partir de là, de voir, en fonction des objectifs qu'on se donne, quelle est la trajectoire sur laquelle on est capable de se positionner avec les moyens dont on dispose et les capacités de dopage des ressources au sens large qu'on peut programmer. Effectivement, du coup, cette précision, elle est très importante, Rénal, pour cette partie de se comprendre, s'évaluer, exprimer la vision, parce que ça donne une évaluation plus claire de la capacité de réalisation pour la suite. C'est excellent. Et alors, du coup, donc, seconde étape, Aurélien, alignement de la vision, de l'organisation de la SI, puis projection de la transformation. Oui, alors, il y a peut-être deux temps hein, dans cette partie-là. Il y a finalement le temps des objectifs stratégiques et puis le contenu en tant que tel de la feuille de route. Sur les objectifs stratégiques, ce que nous, on a observé, ce qu'on invite à faire, c'est peut-être de les travailler en petits comités, par le comité de direction, par exemple, et puis des ressources clés, avec la tenue de réunions de travail, hein, sans les multiplier, mais qui pourraient porter la première, par exemple, sur une réunion de type divergente, et puis une seconde qui pourrait permettre de préciser, de qualifier chaque axe stratégique identifié pour ensuite, justement, réaliser ce rapport contenant les objectifs stratégiques. Et puis ensuite vient finalement la phase de réalisation en tant que telle de la feuille de route avec la définition des projets, la définition des actions suivant le périmètre hein, et la taille de la roadmap.
qui vont permettre de répondre aux objectifs stratégiques définis. Et c'est là finalement que la phase de séminaire intervient avec la mise en place d'une démarche agile pour construire, itérer et réadapter. En favorisant, c'est vrai, les aspects, les outils digitaux, puisque l'objectif va être finalement de permettre un accès au contenu de partout et tout le temps, de partager en temps réel des informations, et puis finalement pour se montrer transparent quant aux échanges qui se tiennent sur la feuille de route, eh bien de mettre à disposition cet outil afin de favoriser la transversalité et la mobilisation. Voilà. Donc c'est vraiment là que, en tout cas, que le cercle de travail s'élargit pour combiner la vision de la direction et des collaborateurs. Ce peut être aussi avec la remontée collective d'idées, tout en prenant en compte un certain nombre de contraintes. J'évoquais aussi rapidement les outils digitaux, je peux y revenir parce qu'il y en a quelques-uns qui sont intéressants à mettre à disposition en amont, pendant et après. Si on parle évidemment de plateformes collaboratives qui vont faciliter la communication, les échanges, eh bien on peut évoquer la plateforme Slack ou bien sûr Microsoft Teams qui va là aussi faciliter le travail d'équipe, il y a tout ce qui est discussion instantanée. Un outil qu'on utilise aussi régulièrement, c'est l'outil Klaxoon, qui est en fait composé d'un certain nombre d'applications qui facilitent tout ce qui est animation et brainstorming finalement en réunion. Ça dynamise les échanges, soit à distance ou en présentiel. Voilà, et c'est vraiment avec ces outils-là aussi qu'on va accélérer une dynamique, mettre sous tension finalement toute l'organisation vers un but commun. En termes de séminaires, plusieurs peuvent être organisés. Un premier pourrait servir pour définir l'ambition stratégique, la vision du changement. Un second séminaire pourrait se tenir pour affiner cette ambition au regard des projets inclus dans la feuille de route. Et justement pour s'assurer également de l'engagement de chacun, puisque de toute façon le but reste le même en temps de crise, c'est de resserrer les délais et d'agir plus rapidement. Ok, alors troisième étape, une fois qu'on a une trajectoire bien établie, c'est la communication et la mesure de l'engagement. Oui. Alors effectivement, on parlait juste avant de resserrer les délais. Eh bien, il y a lieu donc en conséquence de consacrer du temps dès le démarrage à la conduite du changement. C'est finalement à faire débuter dès le premier jour de la phase de la construction de la feuille de route ou de sa mise à jour. Les itérations sont plus courtes, la période est plus courte, donc tout se met en place dès le premier jour et la communication régulière et la préparation de tout, c'est donc primordial pour faire face au changement, donner du sens. Alors, pour ce faire, il convient de mettre en place, en fin de compte, des outils, des équipements pertinents et adapter une collaboration à distance. Nous, sur la communication, pour que ça fonctionne, alors on mise en fait sur le fait que ce doit être régulier et reposer sur des outils, et ce encore plus lorsqu'une crise donc survient. Alors qu'est-ce qu'on préconise là-dedans? C'est vrai que pour certains clients, on définit un outil digital qui va recenser, qui va mettre à disposition des outils utilisables pour travailler à distance. Et ce qu'on aime bien faire aussi juste avant, c'est finalement une évaluation de la maturité de l'environnement de travail digital. Évidemment, ensuite, il faut se porter sur tout ce qui est sécurisation de l'environnement de travail. Donc là, ce sont des sujets de cybersécurité, de sécurité des données. Et puis, puisqu'on veut que ces outils soient utilisés par tous, eh bien, il y a le volet formation qui est assuré. Alors ça, c'était pour le volet communication, mais en termes de conduite du changement, alors je suis pas sûr que le webinaire ait pour vocation de lister toutes les actions possibles, et on pourra s'y attarder un autre jour. Je vais pas m'attarder sur les forums, les dossiers de presse, les bulletins d'information, les newsletters, etc. Mais peut-être juste de mettre l'accent sur quelques-unes.
En fait, on privilégie le recours à des outils digitaux, collaboratifs, justement pour faciliter en fin de compte l'appropriation de la feuille de route. Et puis de manière à ne peut-être pas rester enfermé dans des approches plus traditionnelles. Donc en cette période, on met en avant et on accompagne la réalisation de vidéos promotionnelles, de la démarche portée par des sponsors des projets. On organise, on prépare tout ce qui peut être des mini-jeux, des concours justement pour l'acquisition de compétences spécifiques, des serious games, et puis on en a parlé, la mise en place de plateformes qui faciliteront le travail. Parfait. Et alors, le quatrième et dernier temps sur lequel tu souhaitais faire une emphase, Aurélien, c'est sur la partie de pilotage à distance. J'en profite juste pour préciser d'ailleurs que nous avons mis en place un observatoire des solutions PPM qui est un très bon endroit pour consulter les différentes solutions disponibles qu'on maintient à jour régulièrement. Donc, sur ce sujet des pilotages à distance, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus particulier? Alors, peut-être juste avant le pilotage à distance, évoquer le fait que finalement l'atteinte des objectifs d'une feuille de route va passer par, d'une part, une articulation maîtrisée, constante, entre réalité opérationnelle et vision stratégique. Donc ça va être l'alignement vertical. Et puis, la cohérence des travaux entre les différents services, directions et partenaires. Donc là, on va être sur un alignement horizontal. Alors, dans cette phase extrêmement importante pour la réussite de la feuille de route, il s'agit de faire preuve dans le pilotage de méthodologie, d'expertise, de moyens. Un pilotage sécurisé doit s'appuyer sur des outils de reporting, de suivi qui ont fait leurs preuves, des tableaux de bord, des rapports flash, etc. Et puis la régularité et l'efficience du suivi doivent être garanties par une définition claire de processus stabilisés de transmission de l'information. Alors, en termes de cadrage de cette étape-là, on peut l'organiser en fait de cette façon suivante. D'une part, peut-être en définissant les modalités de gouvernance et de pilotage, en recensant les risques afin de sécuriser budget et planning, en recueillant les besoins au regard des objectifs de gain, et puis en définissant de manière collective les données exploitées, les indicateurs de suivi de la performance. D'accord. Voilà, alors parlons peut-être quelques secondes d'outils, puis c'est en lien avec ce que tu viens de dire sur l'Observatoire des solutions PPM. Tout ça va favoriser le fait que une solution digitale sera accessible de partout, tout le temps, avec un partage en temps réel des informations, une transparence aussi sur ce qui y figure. Et puis surtout, ça va permettre de remplacer peut-être les fichiers Excel qui, au fil de mois, les fameux, deviennent inexploitables. On a quand même entendu souvent des retours de la part de nos clients disant mon fichier de pilotage n'est pas à jour, ne le prenez pas en compte. Donc, calons un rendez-vous ensemble pour que je vous explique la situation réelle ou le souhait de nos clients qui nous disent qu'il y a vraiment une volonté de leur part d'harmoniser leur pratique de pilotage. Alors rapidement peut-être sur les solutions PPM parce que c'est un marché qui est quand même assez foisonnant. Oui, avec des solutions qui existent, qui sont éditées de partout, du monde entier. Ah oui, alors sur la slide que vous avez, on a intégré une capture d'écran qui vient de la solution Masterplan, voilà, qui est assez simple d'utilisation. Bon, dans tous les cas, ce qu'il faut peut-être retenir, c'est qu'il y aura au moins une solution qui s'adaptera à vos exigences et puis à votre maturité en termes de pilotage. Alors, très bien. Donc, pour les quelques minutes qui nous restent avant de clôturer le webinaire, on va faire donc un focus plus particulièrement sur la dimension des chiffres et des faits de ce qu'on a pu constater. Qu'est-ce que tu as pu remonter comme grand KPI ou indicateur ou de données plutôt qualitatives par rapport à cet exercice-là? Oui, alors effectivement, on s'est amusé à isoler sur la slide quelques données clés de ce qu'on a observé ces dernières semaines. Alors en termes de feedback, on a placé tout ça en haut à gauche. C'est
un feedback finalement réalisé par des participants à un séminaire qui avait été réalisé entièrement à distance durant la période de confinement, avec des retours, alors là, on les a pris, hein, des retours très positifs des participants. J'en cite juste un, très bonne animation malgré la distance. Voilà. Donc finalement, ce qui aurait pu être un frein, le fait de ne pas être en présentiel, bah, ça a été remplacé aussi par de l'innovation et puis avec beaucoup d'interactivité entre tous les participants. Alors, le chiffre, le taux de participation moyen qui figure à droite, alors oui, on a dit effectivement, on a calculé 73%. On a trouvé que c'était vraiment très bon. C'est vraiment le taux de participation aux animations sur outils pour partager une opinion, pour challenger sa connaissance sur tel ou tel sujet, pour pourquoi pas aussi, quand on parle de fédérer des acteurs entre eux, pour imaginer le slogan d'une structure. Et puis ce qu'on a vu, c'est que ça ne variait pas, quel que soit le nombre en fait des participants à un séminaire. Et puis surtout, alors que parfois le présentiel, bah, la prise de parole en présentiel est monopolisée peut-être par certains interlocuteurs. Là, il y a davantage d'expression et parfois davantage de participation de cette manière-là. Alors, très rapidement, on a calculé que le réalignement stratégique, hein, c'est pourquoi on accompagne, eh bien, il intervient assez rapidement, souvent sous un délai de 2 mois. Alors, tout en bas, à gauche, alors c'est une goutte d'eau hein, par rapport à une situation mondiale, mais finalement le zéro papier avec ces séminaires à distance, eh bien ça a parfois un peu de bon. On a calculé que l'absence de post-it papier à un séminaire permettait de sauver un arbre. Et puis bon bah j'y reviens pas, mais en bas à droite vous voyez il y a tous les outils. Enfin, en tout cas il y a capture d'écran de l'Observatoire des solutions PPM. Excellent. Merci beaucoup Aurélien. Du coup, en synthèse, Rénal, si tu devais faire ressortir 3 éléments clés principaux par rapport à tout ce qui a été évoqué là dans le cadre de notre webinaire, quels seraient-ils? Alors, le premier élément, c'est que la stratégie ne va pas s'improviser, en fait. Hein. C'est quelque chose qui va s'appuyer sur une évaluation préalable de tout un tas de choses. Donc, quels sont nos niveaux de maturité, quelle est la perception de la situation à travers, par exemple, un Net Promoter Score, donc qui va permettre de mesurer les choses par rapport au ressenti des gens et en s'assurant que c'est un projet motivant qui va répondre à une attente. Le deuxième point, pour que le résultat de l'exercice feuille de route ait de la valeur, il va falloir compter sur un travail qui va bien associer toutes les parties prenantes, notamment l'IT et les métiers, dans le cas du digital, et en respectant un certain équilibre des contributions. Voilà, il faut que chacun s'y retrouve et il faut chercher ensemble des solutions pratiques. Je crois que c'est ça qu'il faut retenir à travers un travail collectif qui est encore plus important finalement en situation de crise. Et bien le troisième point, sans surprise, c'est que cette crise, elle nous oblige à être encore plus souple et plus agile et à remettre à plat régulièrement les projets, à tester des idées, des scénarios, à en mesurer les effets. Et tout ça, ça a un impact sur les capacités qu'on attend des outils de pilotage, des capacités pour bâtir et pour piloter cette feuille de route malléable. Voilà. Excellent. Et alors, j'imagine que cet exercice-là, cette valeur-là, on a pu la constater dans d'autres contextes, dans d'autres expertises croisées qui pourraient s'y rattacher. Qu'est-ce que tu vois, Rénal, là-dessus? Alors, bon, je parlerai pas forcément d'expertise, mais bon, plutôt de savoir-faire et de capacité d'adaptation à des secteurs professionnels qui sont finalement assez variés. Hein. Ça peut être l'administration, des collectivités territoriales, de la R&D, des services de l'industrie. Et on s'adapte à des enjeux et à des situations de départ qui ont chacune leur spécificité. Ça peut être voilà, repenser la stratégie d'identité, une stratégie d'innovation, cadrer un programme de rationalisation, donc avec des attendus en matière de retour sur investissement. Et finalement, dans chaque contexte, avec ces différents clients, on va essayer de construire ensemble et de partager une vision, de projeter des scénarios, de prioriser, d'arbitrer pour déboucher sur quelque chose de concret. Donc voilà, c'est de l'écoute du conseil et de l'accompagnement plutôt que de l'expertise technique ou fonctionnelle.
Ok, très bien. Et donc, on voit en plus la pluralité de ces d'interventions dans les différents secteurs, que ce soit secteur public, les collectivités, la protection sociale, comme l'évoquait aussi Aurélien tout à l'heure, la R&D, le luxe, c'est encore bien. Excellent. Donc, ça va être le moment des questions. Alors, on a reçu deux questions dans le chat privé et puis une dans le chat public. Donc, par rapport à la première question. Donc, on a reçu une première question autour de quels sont les domaines d'application de cette pratique. Aurélien, peut-être que tu peux apporter des Oui, éléments de oui, réponse. oui. En fait, ça peut s'appliquer à la fois à des contextes IT, hein, évidemment, mais également à des contextes plus métiers. Alors, moi, j'ai forcément en tête tout ce qui est convention d'objectifs et de gestion, tout ce qui est plan stratégique, plan triennal, ce qui peut être lié à une nouvelle réglementation, à une mise aux normes, à un projet de loi, en fin de compte, qui est à intégrer. Enfin, franchement, le spectre, il est assez large. Et puis finalement, la méthode hein, qu'on vous a présentée, certes de manière assez succincte, en fait, elle est applicable dans des contextes assez différents, hein, en termes de secteur d'activité, de rayonnement. D'accord, très bien. Alors, une seconde question, c'est quel est l'accompagnement ou le type d'accompagnement qui serait nécessaire pour un bon pilotage à distance de la feuille de route, en particulier dans la période actuelle d'une part, et puis aussi en termes d'engagement des parties prenantes, si par malheur on était amené à devoir se reconfiner ou à devoir vraiment recréer du distanciel à proprement parler. Et donc, quel type d'accompagnement, c'est ça pour un bon pilotage? Tout à fait. Et notamment en termes d'engagement des parties prenantes. Je trouve que c'est une question qui pourrait très bien faire l'objet d'un webinaire dédié, ça, à voir hein, pour un prochain. Mais peut-être quelques pistes. Alors, évidemment, on a parlé de tout ce qui était outillage, dispositif outillé de pilotage. Donc ça, c'est évidemment un premier point. Tout ce qui est ensuite mise en place d'échanges réguliers avec les parties prenantes, même pour un échange off, c'est de l'attractivité dans les interactions en y injectant de l'innovation. C'est du support de la formation à distance, des communications régulières sur la finalité de la trajectoire. Voilà. En fait, le but, c'est pour garder aussi les personnes sous bonne tension. Voilà. Excellent. Super. Et alors, une troisième question qu'on a reçue sur le chat public, qui est posée par Marion, qui pose la question de savoir s'il faut envisager de virtualiser l'assistance à maîtrise d'ouvrage et PO en mettant des rituels d'échange et de validation plus fréquents, qui mixent à la fois justement la dimension présentielle et virtuelle, à savoir à la distance et de visu. Ouais, je peux apporter une réponse. Bon, effectivement, on a été confronté à cette situation au cours des derniers mois. Bien sûr, on a organisé d'une certaine façon des rituels autour d'interactions virtuelles sur des projets ou sur des opérations de ce type-là. De temps en temps, le présentiel, quand on peut se le permettre, donne quand même un coup d'accélérateur. Donc, c'est vrai qu'il faut arriver à mixer les deux. Il faut surtout donner du rythme et puis s'assurer qu'on perd personne en route. Excellent, super. Eh ben, écoutez, on est un petit peu en retard, mais on a aujourd'hui clos le webinaire. Reynald, Aurélien, merci beaucoup pour votre participation. Merci à tous. J'en profite pour rappeler, donc dans le document qui est à télécharger également sur le Webikio, l'ensemble des business cases qui sont accessibles en replay ou ceux à venir en termes d'inscription, donc tous les business cases Novéan. Et ça va être l'occasion pour nous de clore cette session en remerciant l'ensemble des participants et en vous donnant rendez-vous au prochain webinaire Novéan qui se déroule mardi prochain sur le sujet de la sécurisation des programmes de transformation par les tiers de confiance. Je vous souhaite une excellente journée à tous. Au revoir.